Bon, bah, bonjour Manel. Bonjour Arnaud. Et merci d'être ici, de participer à cet épisode de podcast. On est ravis de t'accueillir. Avec plaisir. Écoute, ce qu'on fait habituellement, c'est bien d'avoir aussi un petit peu ton parcours, déjà dans un premier temps, pour que les gens comprennent d'où tu viens, ce que tu as fait personnellement, professionnellement. Et puis évidemment, derrière, on ira sur des problématiques du marché du conseil. Écoute, d'où je viens, je suis en fait un chercheur en cancérologie. À la base, la science a toujours été une constante chez moi. J'ai toujours été extrêmement curieux, surtout par les sciences de la vie, comment fonctionne la vie, d'où elle vient, où elle va. Et donc, j'étais ingénieur généticien, figure-toi. Ensuite, j'ai fait une thèse en cancéro. Et de là, j'étais censé partir dans l'industrie pharmaceutique, être chercheur. C'était ça, ma destinée était celle-là. Donc, je suis parti aux États-Unis faire un MBA pour pouvoir justement intégrer l'industrie pharmaceutique et pas le secteur public. Et là-bas, j'ai découvert le conseil, un animal dont j'avais jamais entendu parler. Et les choses dont j'avais entendu étaient plutôt négatives. Donc du coup, j'étais vraiment pas destiné à ça. Mais je découvre le conseil, l'intérêt de ce métier, ce que ça fait. Et donc du coup, je fais un stage entre ma première et ma deuxième année au MBA pour me dire qu'est-ce que ça va être. Et j'ai tellement aimé que du coup, je suis resté. C'était au BCG à l'époque. J'ai fait 8 ans du coup au BCG. Et puis ensuite, comme tout bon consultant, je pense, je suis un petit peu curieux. Et du coup, ça m'intéressait de savoir comment ça se passait aussi chez nos clients. Et quand j'ai eu une offre d'un de mes clients pour les rejoindre, j'ai dit oui. J'y ai fait 3 ans. Et ensuite, je suis retourné dans mes premiers amours, le conseil. On pourra en parler peut-être plus tard. Et cette fois-ci chez Bain. Oui, très bien. Et l'industriel intermédiaire était du coup Danone? Oui, exactement. Je comprends bien, d'accord. Oui, oui. Et le stage, tu l'avais fait aux États-Unis, le premier stage avec le BCG, ou c'était en France? Non, c'était déjà à Paris. D'accord. C'est déjà à Paris. J'étais parti aux États-Unis faire mon MBA, mais j'étais très très clair que je voulais rentrer. Donc l'expérience là-bas a été extraordinaire, vraiment, je recommande ça à tout le monde. Je sais qu'en France, on a un peu tendance à dire que le MBA n'est pas très utile parce qu'en fait, nos gens sortent d'HEC, de l'ESCP, mais en fait, c'est une expérience vraiment extraordinaire et je suis parti avec l'idée de rentrer. Donc mon stage, je l'avais fait carrément à Paris. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses, on va y revenir sur la diversité des profils, le fait de ne pas forcément recruter dans toujours les mêmes écoles d'ingénieurs et de commerce, Oui. Est-ce que tu penses que ce parcours-là que tu as eu te différencie aussi et t'a aidé d'une certaine manière versus des consultants qui viennent du top 3 école d'ingénieurs, top 3 école de commerce? Écoute, j'espère qu'on parlera de diversité et donc oui, c'est pas moi qui te dirai le contraire. Je pense que avoir des personnes qui viennent d'horizons différents, pour quelque raison que ce soit, tu vois, c'est vraiment, ça devrait être en fait le b.a.-ba du conseil, puisque ce qu'on veut, c'est dans le conseil, on est tout le temps à réfléchir à de nouvelles solutions. En général, on fait pas 2 fois la même mission. Il y a toujours quelque chose de nouveau, et donc ça demande de la réflexion, ça demande de la créativité, et donc le group thinking, c'est tout ce que tu veux éviter. Et donc avoir des gens au profil différent. Alors je sais que le conseil doit encore faire des efforts dans la diversité, mais ça paraît même un tout petit peu contradictoire qu'il n'y ait pas eu des efforts faits il y a plus longtemps. Oui. De toute façon, effectivement, on va y revenir là-dessus, évidemment. Oui. Et avant de parler de ça, on va rester un peu sur toi. Déjà, c'est toujours intéressant de savoir aussi quel est ton quotidien actuellement en tant que partenaire chez Bain. Les gens se demandent toujours qu'est-ce que fait un partenaire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la prospection commerciale? Est-ce que c'est du recrutement? Est-ce que c'est du delivery de mission? Est-ce que c'est tout à la fois? Ouais, j'aime bien. C'est tout à la fois. Mais je vais essayer d'être un peu plus précis. En fait, beaucoup de gens dans le conseil quittent le conseil parce qu'ils ont un petit peu peur de cette position de partner, parce ils voient cette position comme une position très commerciale. Et comme toutes les années précédentes au conseil, tu ne fais pas trop de commercial. Tu délivres des cas, tu délivres des missions, tu es dans la réflexion et tout d'un coup ils se disent je suis pas un bon commercial, donc je peux pas. Partner, ça sera pas pour moi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis parti du BCG, où je me posais des questions du genre, est-ce que partner, c'est pour moi? Moi, ce que j'aime, c'est délivrer des cas, etc., et pas faire du commercial, parce qu'on a une image du commercial, tu vois, qui est le commercial, négative. Le métier extrêmement... l'image qu'on a, c'est l'image de base. Et en fait, non, pas du tout. Bien entendu qu'on a un côté commercial, mais on n'aime pas trop utiliser ce mot parce que c'est plutôt un aspect plus relationnel. C'est-à-dire que notre objectif, notre mission, c'est de comprendre nos clients,
de voir comment on peut les aider. Et pour ça, il faut une certaine intimité avec tes clients, dans le sens qu'il faut les connaître vraiment, savoir qui ils sont, ce qui les embête, ce qui les empêche de dormir, les tendances de l'industrie. Et donc ça, cet aspect commercial, si on veut, c'est un aspect plutôt relationnel qui va déboucher effectivement sur une activité commerciale, si on peut le dire comme ça. Mais tu vois, c'est pas un commercial qui va passer commande. Oui. Tu vois, donc il y a ça. Mais après, et notamment chez Bain, le partenaire, l'associé, il est extrêmement encore impliqué dans le delivery du cas. Extrêmement impliqué. On passe beaucoup de temps avec nos équipes à réfléchir avec eux à comment, comme on dit, comment on craque le cas, à réfléchir, à brainstormer, pardon pour les mots anglais, mais à brainstormer sur la solution, à se dire ça oui, ça non, parce qu'en fait, dans un projet de stratégie, on pourrait y passer 10 heures, 100 heures, 1000 heures. Toute question de strat peut être vue à plusieurs niveaux. Et plus on va aller en bas, plus on va passer d'heures. Sauf que quand on a une mission de vendu, elle a une durée et il faut résoudre dans cette durée. Donc le partenaire est là pour essayer d'aider les consultants à où on pense qu'il y a la piste la plus prometteuse pour avoir la solution. Donc on passe un temps très, très important avec nos équipes à résoudre la mission. Et je pense que d'ailleurs, les clients cherchent un peu ça parce que c'est un peu l'avantage. Le partenaire, il a un peu plus d'expérience que tous les autres et c'est celui qui peut du coup capitaliser sur cette expérience. Il y a toujours cette peur, oui, du client qui dit le partenaire je le vend, sais qu'on l'entend. C'est le cliché, quoi. Le et partenaire disparaît. vend et puis disparaît. Voilà. Alors si d'autres le font, je sais pas. Chez Bain, c'est vraiment pas le modèle. Le partenaire va passer beaucoup de temps dans le delivery. Et après, troisième aspect que tu mentionnais qui est très vrai, c'est, on va dire, la vie du bureau. Au sens large. Certains partenaires vont s'impliquer dans le recrutement, d'autres dans le développement des équipes, d'autres dans la diversité, d'autres dans l'IP. En fait, on en fait tous de la propriété intellectuelle. On va tous, à un moment donné, travailler sur un sujet, entre guillemets, ex nihilo, et essayer de nous faire un point de vue. Mais voilà, donc les partenaires vont avoir des missions diverses et variées selon ce qu'on leur demande, mais aussi selon ce qu'ils ont envie de faire. D'accord. Donc délivrer une mission commerciale. Du recrutement aussi? Oui. C'était d'accord. Tu oui, participes non, moi non. moi non. Je fais du recrutement dans le sens où je vais rencontrer des gens qui s'intéressent chez Bain et pour leur expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons. Comme tu le sais, je suis responsable de la diversité et de l'inclusion, donc du coup, je vais rencontrer des jeunes issus de la diversité et je leur parle de mon métier, je leur parle de Bain pour essayer de créer de la vocation et de l'envie. Mais je ne participe pas au processus de recrutement en tant que tel. Je ne fais pas passer d'entretien et je ne donne pas non plus mon avis sur les gens que nous recrutons. D'accord. D'accord, très bien. Non, mais c'est toujours mieux d'avoir un petit peu l'étendue de ce que tu fais, toi, et ton quotidien. Oui. Et justement, sur ce métier du consultant, qu'est-ce que tu penses qui a changé sur les dernières années? Bon, on va en parler aussi. Il y a eu de l'émergence de nouveaux sujets, le ESG, l'IA et d'autres. Il y a une conjoncture économique qui a un petit peu évolué, qui est fluctuante. L'après-Covid était très bon, et puis c'est un petit peu moins favorable sur 2023-2024. Est-ce que ces choses-là et d'autres paramètres ont induit un changement du métier du consultant depuis les années où tu as débuté? Oui, donc je pense qu'un consultant qui est recruté aujourd'hui ne fait pas tout à fait le même travail que moi je faisais quand j'étais recruté en 2008, hein, sincèrement. Il y a beaucoup de choses, Arnaud, qui ont changé le métier. Il y a les outils qui ont évolué, dont on pourra parler. Il y a aussi les attentes clients. Si tu veux un petit exemple, dans mes premières missions, à l'époque, le consultant apportait de la valeur. Alors, on le fait toujours aujourd'hui un peu, mais en fait, moi, je me souviens de mes premières missions où il y avait quand même pas mal. Le rôle du consultant était d'amener l'intelligence, de faire émerger l'intelligence collective chez le client. Et je me souviens de beaucoup de missions où, en fait, le consultant amenait surtout une méthode, d'accord, et l'intelligence ou l'expertise contenue était plus apportée par le client et c'était le mélange de ces deux choses-là qui faisait émerger de la valeur et qui était donc ce qui intéressait nos clients. Aujourd'hui, si de temps à autre il y a ça, parce qu'on travaille encore beaucoup en mode de workshop, et le workshop n'est rien d'autre que ça, que faire émerger une intelligence collective grâce à une méthode particulière. Mais le client aujourd'hui attend beaucoup plus qu'il y a quelques années de l'expertise de la part du consultant.
Ils ne veulent plus que le consultant apporte juste une méthode et une tête bien faite, si je peux dire ça, mais ils attendent beaucoup d'expertise de la part du consultant. D'ailleurs, ça a favorisé l'émergence de beaucoup de petits cabinets très spécialisés dans un petit domaine. Il y a 20 ans, je pense que c'était presque inimaginable. Mais aujourd'hui, ça l'est parce que le client cherche beaucoup plus l'expertise. Et du coup, ça nous a forcé, nous aussi, à changer notre façon de travailler, notre modèle, avec un appel à l'expertise, notamment externe, mais pas que, plus développé qu'il y a une vingtaine d'années, ou un petit peu moins, parce que j'ai pas 20 ans de conseil, mais qu'à l'époque. Donc, il y a une attente client différente qui fait que du coup, on est obligé de se réinventer. Il y a donc des outils différents avec tout l'apport de la technologie notamment, et ça passe la recherche qui va pouvoir être aidée par des outils technologiques, mais ça passe aussi par la façon dont on fait nos slides, qui est quand même à la fin le livrable qu'on va rendre. Et donc les slides doivent être toujours meilleurs, toujours plus clairs, et pour ça aussi on utilise de la technologie pour nous aider là-dessus. Et après il y a, et je pense que je m'arrêterai là du moins pour l'instant, ce qu'attendent les jeunes. Donc nos consultants aujourd'hui, c'est pas pareil qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 50 ans. La génération Z ou la génération Alpha qui commence à arriver, voilà, elles attendent d'autres choses. Les consultants attendent un sens, en général, plus fort de ce qu'ils font dans leur métier. Ils attendent de leur métier un impact, un sens plus important qu'il y a peut-être 20 ans. Et ça aussi, il faut qu'on réponde pour que les jeunes souhaitent continuer à venir chez nous, qu'ils y restent parce qu'ils y trouvent, du coup, un développement et un épanouissement personnel au-delà du pur aspect professionnel. Et ça aussi, ça nous oblige à réfléchir au genre de mission qu'on veut faire, avec les clients avec lesquels on veut travailler, et la progression de carrière qu'on va proposer à nos consultants, avec la possibilité de faire des shifts en passant d'un aspect à un autre, en allant dans un autre pays, en faisant une interruption de carrière pendant un certain temps avant peut-être de revenir, etc., etc. Ça, c'est des choses qui, à 20 ans, ne se faisaient vraiment pas beaucoup. Oui. Et justement, sur ce troisième aspect, je sais que c'est la problématique de beaucoup de cabinets, de se dire il faudrait qu'on ait des missions qui répondent aux attentes des générations actuelles, des jeunes générations. Mais il y a toujours ce dilemme, business, attentes des jeunes générations. Je prends un exemple très schématique, c'est se dire potentiellement une certaine partie des jeunes générations ne veulent pas travailler pour du Total ou ce genre d'entreprise parce que pour tout un tas de raisons. Les cabinets de conseil, d'ailleurs, il y a un dilemme de se dire est-ce que sur certaines fois je privilégie du business sur des secteurs qui ne sont pas forcément très attractifs pour les jeunes générations, ou est-ce que je supprime cette part du business pour recruter des personnes. C'est pas forcément évident à trancher. Oui, et il y a toujours un entre-deux dans ce genre de choses, puisqu'en fait, tous les consultants ne sont pas pareils. Certains certains aiment faire des choses que d'autres non. C'est pas une question d'accepter, c'est d'aimer. Et donc en fait, alors chez Bain, on a quelques lignes rouges. Par exemple, tout ce qui touche le tabac. Ça sera très compliqué de faire une mission, surtout si c'est une mission pour favoriser la consommation de tabac. Jamais on acceptera de faire ce genre de mission. D'accord. Et donc, on a certaines lignes rouges où il y a des missions où on dira non, Bain ne peut pas répondre à un appel d'offres sur ce genre de mission. D'accord ? C'est lié à ce que souhaitent nos consultants, c'est aussi lié à nos valeurs et à la vision de société que nous, on a. D'accord ? Après, il y a des thématiques qui sont un peu plus dans la zone grise, qui sont plus dans la zone grise. Et là, il y a des gens qui vont quand même vouloir développer. Total, aujourd'hui, est une entreprise qui, on pourra dire ce qu'on voudra, mais elle fait face à des dilemmes stratégiques, je pense, très importants. J'imagine que personne chez Total pense qu'ils vont vivre du pétrole dans 50 ans. Et donc, c'est une entreprise qui est complètement en mutation. Est-ce qu'on a envie d'accompagner ça ? Moi, j'ai plutôt envie de dire oui. Après, est-ce qu'il y a un consultant qui ne va pas vouloir travailler pour Total pour des raisons X et Y ? D'accord. Nous sommes suffisamment nombreux, je pense, pour ne pas forcer un consultant à travailler pour une entreprise pour laquelle, pour une raison ou pour une autre, il ou elle ne veut pas travailler. Donc, la taille du cabinet, la diversité des missions que nous faisons et tout, je pense est telle qu'on arrive à satisfaire la plupart des besoins. Et après, alors je ne sais pas quel est le chiffre officiel, mais le pourcentage de missions qui ont une composante ESG at large chez nous aujourd'hui est élevé.
D'accord. est élevé. Je ne sais pas si c'est 30%, faut pas me retenir sur le chiffre, mais c'est élevé. C'est pas 5, c'est pas 10, c'est élevé. Et donc du coup, pour le coup, oui, nous voyons nos consultants très intéressés par ces thématiques, et donc du coup, ils trouvent un écho dans leur vie professionnelle parce que voilà, une mission sur 3, voire une mission sur 2, va avoir une composante ESG d'une façon ou d'une autre. Si je prends mes 4 années, oui, où j'étais partner, mes 4 années, j'en ai passé 1,5 à travailler sur de l'ESG. D'accord. C'est, en termes de pourcentage, c'est élevé. Oui, ce que tu disais, le pic était il y a 1 ou 2 ans, non, sur ces missions-là? Il y a eu un pic parce que il y a eu l'engouement, si on peut utiliser ce mot, du SBTI. En fait, il y a quelques années, les entreprises, c'était sur une base de volontariat, mais enfin, elles se sont quasiment toutes mises à le faire, se sont engagées sur une base de volontariat. C'est extrêmement poussé par les pouvoirs publics, mais en tout cas, les entreprises se sont engagées à réduire leurs émissions de carbone et afin de pouvoir justifier que leurs engagements étaient sérieux et qu'il y aurait vraiment un impact, ont certifié leurs engagements par un organisme extérieur qui s'appelle le SBTI. Et donc, il y a quelques années, toutes les entreprises étaient en train de préparer leur soumission SBTI, et donc du coup, il y a eu effectivement un pic de travail là-dessus. Mais à l'époque, et le SBTI à l'époque, alors aujourd'hui, je ne sais plus, mais en tout cas à l'époque, c'était vraiment sur le carbone. Et donc, toutes les entreprises ont soumis leur plan de réduction carbone. Et donc, oui, effectivement, il y a eu un pic de travail là-dessus. Aujourd'hui, le sujet de l'ESG, on est, je pense, on est à un point critique aujourd'hui. On sent du recul. On voit des entreprises qui sont revenues sur leurs engagements, parfois de façon significative. Elles s'étaient engagées à ne pas dépasser le 1,5 degré, et donc elles reviennent aujourd'hui et elles disent non, en fait, on va faire 2. On s'engage sur du 2. Bon, je laisse chacun juger, c'est pas mon rôle ici. Mais aujourd'hui, on est à un point critique qui, je pense, va faire qu'en 2025, il va y avoir un regain à nouveau d'activité dans le domaine de l'ESG, parce qu'il faut repenser ces engagements carbone. Les entreprises demandent à repenser les engagements carbone ou à comment les faire mieux. Mais après, il y a d'autres sujets ESG qui émergent. On commence à entendre parler de plus en plus de la biodiversité. Je pense qu'on va entendre de plus en plus parler de l'eau, du cycle de l'eau, de l'accès à l'eau. Et là, je suis en train de parler que du E, de ESG, d'accord, la partie E, environnement. Sur le S, on voit de plus en plus d'entreprises s'intéresser au sujet de diversité, notamment. Alors, je pense que ce n'est pas encore vu comme un sujet suffisamment stratégique. Et pour moi, je pense que c'est dommage. Je ne suis pas sûr que 2025, la diversité devienne un sujet stratégique, mais ça va le devenir, je pense. Voilà. Et sur le G, je pense que les entreprises y travaillent, mais il n'y a pas beaucoup de missions de conseil là-dessus. Mais en tout cas, ce côté G va prendre de l'importance, et je pense que tant mieux. Et en plus, c'est en adéquation avec ce que nos jeunes, je pense, attendent. Et je reviens sur l'exigence des clients dont tu parlais. Tu penses que c'est lié à quoi? C'est lié suite aux années Covid, ou ça remonte à un petit peu plus longtemps? Cette demande d'expertise accrue? Moi, j'ai le sentiment que le Covid a été vraiment le catalyseur de tout le changement. Après, dire que les clients attendent du conseil, de l'expertise suite au Covid, ça serait sûrement faux. Je pense que le Covid a catalysé quelque chose, mais bon, nos clients aussi sont de plus en plus sophistiqués aussi. Nos clients ont accès au même pool de recrutement que nous. Et donc, ils recrutent aussi des gens, ils peuvent recruter aussi des gens très très bien. Je pense que peut-être... Et internaliser un peu plus. Peut-être internaliser un peu plus. Les entreprises deviennent aussi plus grandes, donc elles peuvent se permettre aussi d'avoir des équipes qu'à une époque, ils ne pouvaient pas se permettre. Honnêtement, je sais pas trop. Je sais que l'exigence d'expertise de nos clients a augmenté. Ça, c'est très net. La raison, est-ce que c'est parce qu'ils se disent que les choses qu'ils demandent, qu'en fait, ils ont une expertise, et donc s'ils prennent un consultant, c'est pour qu'il leur apporte une expertise supplémentaire qu'ils n'ont pas, et sinon non. Je sais pas, c'est sûrement lié à ça, mais je sais pas. Mais au-delà de la cause, c'est intéressant parce qu'on avait fait une étude justement du conseil il y a 1 an maintenant, où le constat était unanime là-dessus, en disant dès le début, le client va demander une personne qui est experte sur le sujet, avec des niveaux d'expérience, au moins 2-3 années d'expérience. Et du coup, comment vous faites? Parce que si vous recrutez toujours en jeunes diplômés, comment vous faites pour former les gens et leur
leur faire avoir une expertise de façon accélérée pour ensuite pouvoir les vendre sur ces missions où les clients sont très exigeants. Oui, ce que les clients comprennent, c'est que le petit jeune, donc chez nous, le premier poste s'appelle AC, si je ne parle pas des stagiaires, AC, associé de consultant. Les clients quand même sont capables de comprendre qu'un AC n'a pas 3 ans d'expérience et encore moins 3 ans d'expérience dans le domaine du client ou de la mission. Donc nos clients sont capables de comprendre ça. Mais ils seront moins sur le consultant qui, lui, a 3-4 ans d'expérience et que pour le coup, là, le client s'attend à ce que dès le stade de consultant ou dès que le consultant a quelques années d'expérience, que ce soit une expérience utile pour le client. Et donc, ça, c'est tout notre travail à nous de staffing, notamment, et de développement des compétences pour s'assurer qu'on identifie... alors, on veut quand même, attention à une chose, Arnaud, une des propositions de valeur ou une des promesses du conseil, c'est de former des généralistes du conseil en stratégie. Et les jeunes qui viennent chez nous, je ne sais pas si tous, mais en tout cas, nombreux sont ceux qui recherchent ça. Parce que le conseil, on dira ce qu'on voudra, reste, je pense, l'un des métiers les plus formateurs qui existent, voire le plus. Et c'est parce que, en partie, il y a cette diversité de missions. Et donc, on ne peut pas recruter un jeune de 23 ou 24 ans et lui dire, en conseil en strat, tu vas faire que ça, qu'une chose. Il y a d'autres cabinets qui font ça, mais parce que c'est des cabinets spécialisés. Et quand les jeunes vont dans ces cabinets, c'est parce qu'ils recherchent ça, une spécialisation rapide dans un domaine. Chez nous, c'est pas ce qu'ils recherchent. Et donc, du coup, on va pas pousser un consultant dès son plus jeune âge à faire qu'un seul type de mission. Par contre, quand on va démarrer une mission sur un certain sujet, bon, déjà, toute la partie du haut de la pyramide sera experte dans ce niveau. Le partenaire, il l'est. S'il ne l'est pas, on ira chercher un autre partenaire ailleurs, dans un autre bureau peut-être. D'accord ? Le senior manager ou l'associé de partner, en tout cas le manager de la mission, a de l'expertise là-dedans. D'accord ? Et ensuite, le consultant, on va peut-être aller chercher un consultant qui a déjà fait ça dans le passé, mais pas nécessairement 3 ans d'affilée de ça, mais qui l'a fait. Le tout, c'est de pouvoir apporter des gens qui vont monter en compétence très vite sur le sujet pour pouvoir apporter cette expertise. Après, on va aussi faire appel à de l'expertise externe. Aujourd'hui, on fait de plus en plus appel à de l'expertise externe. Alors, c'est pas du freelancing, mais c'est quand même de l'expertise externe où on va aller chercher, dans différents réseaux que nous avons, on peut en parler peut-être plus tard si tu veux, une certaine expertise qui va pouvoir amener donc ça à l'équipe. Oui, non, on peut en parler maintenant. C'est vrai que moi j'aborde souvent la question sous le thème du freelance, mais là ce que tu dis c'est que c'est pas vraiment ça, c'est des structures expertes dans un domaine en particulier. Oui. C'est quoi, c'est des entités ou des entreprises qui vendent de l'information, Non, on a structuré chez Bain notre propre équipe interne de sourcing d'expertise externe. D'accord ? Et donc ça veut dire que on va pas aller faire appel à un freelance comme ça. Le freelance ou la personne externe va être référencé par nos équipes internes et on a différents types de personnes externes qu'on va aller chercher et qui est souvent lié à l'expertise, effectivement. Et donc du coup, dans nos réseaux internes, on va avoir des anciens exécutifs d'entreprises qui ont levé le pied de leur carrière, on va dire, principale et qui maintenant ont une activité un petit peu de conseil parce qu'en fait, beaucoup de gens n'ont pas envie de s'arrêter complètement et tout ça. Et donc, nous, on va, si on peut le dire comme ça, référencer ces gens-là. Ils vont intégrer ce qu'on appelle BAN chez nous, Bain Advisory Network. Et du coup, on a accès à un pool d'experts très pointus pour le cas parce que là, pour le cas, c'est vraiment de grands experts dans leur domaine et auxquels on va pouvoir faire appel. Parfois, de façon très ponctuelle, on va les interviewer pendant 2-3 heures parce qu'on veut aller creuser un sujet. Parfois, ils vont intégrer une mission de façon, entre guillemets, pérenne. D'accord. Et ils vont être sur la mission. Ils sont vendus comme un consultant en interne. Oui, oui, voilà, pas comme un consultant, mais ils vont être vendus dans l'équipe. Dans le dispositif. Dans le dispositif, d'accord ? Donc ça, c'est un premier accès d'expertise. Après, on va pouvoir faire appel à des réseaux d'expertise, GLG, Alpha Insights, ou voilà, etc. Et après, on va pouvoir faire appel
à des gens un petit peu plus jeunes en général, qui ont été consultants en général dans leur vie, qui ne le sont plus, et qui aujourd'hui font ce que tu pourrais appeler, donc, ou ce qu'on peut appeler du freelance, mais qu'on fait appel dans le cadre d'un process très structuré, où nous avons déjà identifié ces gens, nous savons quelle expertise ces gens amènent, et du coup on pourra faire appel à ces personnes-là en cas de besoin. Et là c'est le plus souvent pour nous aider, par exemple, à délivrer une mission où on est un petit peu... en fait, le conseil, comme tu l'as dit il y a tout à l'heure, il y a eu un boom du conseil il y a quelques années. Et donc, du coup, d'un point de vue capacité, on était un peu contraint. Et donc, du coup, cette expertise externe a pu nous aider aussi. D'accord. Tu vois. Mais on ne fera pas appel à un freelance comme ça, une fois, bim, genre, allez, on prend un freelance pendant 3 semaines parce qu'on a besoin de faire un petit truc et puis c'est terminé. On ne fera pas ça. D'accord. Oui, c'est des gens que vous avez référencés, que vous mobilisez assez régulièrement. Oui, exactement. D'accord, c'est pas du ponctuel. Exactement. Et c'est des gens qui ne souhaitent pas être salariés d'une entreprise de conseil. Et donc, et d'ailleurs, je pense que ça va se développer parce que ce petit côté de plus d'autonomie, plus entrepreneurial, plus j'ai envie de pouvoir faire d'autres choses dans ma vie que ça. On voit beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler pendant 6-8 mois de l'année et pas les autres 4 parce qu'ils ont envie de faire d'autres choses. Et donc, du coup, on voit des jeunes quitter le conseil pour ce modèle-là parce que ça leur convient d'un point de vue personnel. Et tu as l'impression que le recours à ces experts-là augmente sur les missions? Ils sont de plus en plus présents dans les dispositifs. Oui. Surtout les experts donc de haut niveau, de haut calibre dont je parlais. Ils apportent plusieurs choses parce qu'on pourrait dire un partner Bain. En fait, quand on est partner, on se spécialise quand même pas mal. Et on va devenir, on l'était déjà, mais on devient relativement expert d'un sujet. Moi, il y a des domaines d'intervention où je ne me permettrai pas d'y aller, parce que je considère ne pas être légitime sur ces domaines. Par contre, il y a des domaines où j'ai quand même un certain degré d'expertise. Donc, au sein de Bain, le partner group et même la tranche en dessous, le niveau en dessous, est déjà une tranche très experte. Et on ne mettra pas un partner sur un sujet dont il n'est pas expert. Donc voilà. Mais faire appel à un expert externe de BAN, par exemple, a plusieurs avantages. Le premier, c'est avoir une expertise supplémentaire. Un expert n'est rien d'autre qu'un expert et il n'y a rien de plus intéressant qu'un débat entre 2 experts. Donc, ça permet d'apporter un autre point de vue. Peut-être on a loupé un truc ou pas, et donc ça aide. Donc, premièrement, donc ça ne fait qu'enrichir la solution. Deuxièmement, certains clients peuvent être aussi rassurés par le fait qu'on amène donc une expertise supplémentaire, par le fait qu'on amène quelqu'un qui, parfois on nous dit, oui, les consultants, vous ne savez pas comment c'est de travailler dans les entreprises. Et bien là, on amène quelqu'un qui, en général, a fait toute sa carrière dans l'entreprise, donc parfois, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on en reviendra plus tard si tu veux. Moi, je pense que tout bon consultant devrait faire un passage par l'entreprise dans le sens par nos clients. Okay. Et donc parfois nos consultants peuvent apprécier qu'il y ait quelqu'un qui sait ce que c'est la vie de l'entreprise et tout ça, donc ça peut aider. Et après parfois il y a des expertises tellement pointues dont on a besoin que on l'a pas en interne par la force des choses. Non, très bien, ok. Et je voulais aborder un sujet donc on a un petit peu effleuré sur l'IA. Qu'est-ce que tu penses qu'a comme impact l'IA, en fait, sous 2 aspects? Premier aspect, en termes de business, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur les cabinets de conseil en strat? Est-ce qu'ils ont dû se remodeler, faire des partenariats, voilà. Et un deuxième sujet dont j'aimerais bien discuter aussi, c'est quel a été l'impact sur les consultants en interne chez vous? Est-ce qu'ils ont changé leur manière de délivrer des missions? Est-ce qu'ils vont pouvoir en délivrer plus? Est-ce qu'il va pouvoir y avoir moins de consultants? Voilà, c'est un peu ces sujets-là que je voulais voir avec toi. On parle aujourd'hui beaucoup de l'IA, notamment de la Gen AI, d'accord? Mais en fait, je pense que c'est à prendre dans un cadre plus large, qui est que je pense que nous vivons une révolution technologique. Peut-être une nouvelle révolution industrielle, si on veut. Mais il y a une révolution technologique aujourd'hui qui s'opère, dont l'IA est peut-être un catalyseur, mais pas du tout le seul élément, parce qu'en fait, ça a un peu commencé avec le machine learning il y a un petit peu quelques années en arrière, et là, on ne parlait pas encore d'IA, même si c'est déjà une certaine forme d'IA. Okay. Donc, il y a une révolution technologique qui est en train de s'opérer. C'est indéniable. Et cette révolution technologique, elle impacte tout. Elle est en train d'impacter vraiment tout.
On parle même de frigo connecté. Ouais. Ce qui, je pense, il y a 10 ans, quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle, peut-être que le frigo n'aurait pas été la première chose à laquelle on aurait pensé. Donc, c'est vraiment en train d'impacter tout. C'est en train d'impacter la santé, c'est en train d'impacter les chaînes logistiques, c'est en train d'impacter l'exploration minière, c'est en train d'impacter tout. Et donc, il y a une vraie révolution. Et cette révolution, du coup, elle a énormément d'impact. Donc, déjà, nos missions changent parce qu'elles ont de plus en plus une composante technologique, puisque nos clients sont donc une autre tendance de l'année 2025 qui va être, je pense, très importante, c'est ça. C'est le besoin de nos clients d'accompagner une révolution technologique chez eux, auprès de leurs consommateurs ou de leurs clients, auprès même des pouvoirs publics. Et donc, du coup, les pouvoirs publics, aujourd'hui, ils utilisent des images satellites pour vérifier si vous avez une piscine chez vous, oui ou non, et si elle était déclarée à la taxe foncière ou pas. Donc en fait, tout ça, bon, et après, l'autre use case dont on parle énormément, c'est sur la fraude aux prestations sociales, dont les pouvoirs publics utilisent beaucoup l'IA pour détecter la fraude. En tout cas, c'est en train de changer tout, c'est en train de changer les besoins, c'est en train de changer les comportements. Et donc nous, on s'adapte. Donc nos missions changent, elles ont de plus en plus une composante technologique, et donc à ça, on s'adapte. Donc, comment on s'adapte ? On développe de l'expertise interne, encore et encore, c'est ça. Le conseiller en stratégie, s'il ne développe pas sa propre expertise interne, c'est voué à disparaître. Donc, on développe ça, mais après, on fait aussi des partenariats avec des partenaires extérieurs qui, eux, sont très pointus sur ce sujet. Bain a été la première entreprise de conseil en strat à nouer un partenariat avec OpenAI. Et à ce jour, ce partenariat est le plus profond qu'OpenAI est, parce que depuis, OpenAI a signé d'autres partenariats, mais avec nous, ça reste le partenariat le plus profond. C'est-à-dire que nous, on a accès à leurs développeurs, ce qui, je pense, n'est pas le cas de nos concurrents. Donc, assez rapidement, on a identifié un partenaire éventuel qui est en train de développer une expertise très pointue sur quelque chose dont nous, chez Bain, on a considéré allait devenir très important dans le futur, et donc on a développé un partenariat. Ensuite, on a des partenariats avec des éditeurs de solutions, Microsoft, SAP, Salesforce, pour ne citer que. Et donc, en fait, on est conscient qu'on ne peut pas développer chez nous l'expertise à 100% sur un certain nombre de sujets. Et bien pour ces sujets qu'on considère très cœur, on établit des partenariats avec des sociétés externes qui nous permettent du coup de répondre à des appels d'offres ensemble. Et donc la société de conseil en strat, Bain, apporte la vision stratégique du projet et notre partenaire apporte une expertise technique que nous on a un peu, mais jusqu'à un certain niveau, et lui peut apporter, ou elle peut apporter l'étape d'après. Et sur OpenAI, par exemple, tu aurais un exemple de mission où vous avez travaillé ensemble ? Oui. Parce que OpenAI, qu'est-ce qu'ils font à part, je schématise exprès, qu'est-ce qu'ils font à part apporter l'algo ou le chat GPT ? Oui, c'est déjà pas trop mal. Hein. Ce qui est déjà pas trop mal. Hein. Oui, oui. C'est déjà pas trop mal. Mais je veux dire, celui-là, il est en libre accès, on va dire. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils amènent de plus sur une mission ? Qu'est-ce qu'ils délivrent de plus que ce produit initial ? Ils vont nous aider à délivrer ce qu'on appelle le MVP, donc le prototype. Nous, on a recruté et on a une équipe de développeurs, mais parfois, ça va être plus intéressant de travailler avec nos partenaires parce que peut-être c'est un sujet parmi les plus compliqués de tous, et donc on préfère le faire avec des gens qui ne font que ça toute la journée. Un cas emblématique qu'on a développé avec OpenAI, et je peux en parler parce qu'il est public, et bien sûr tu sais que nos missions sont très souvent très confidentielles, mais celle-là elle a été rendue publique, c'est quand on a développé avec un acteur de la distribution un robot conversationnel. Tu sais, ça se fait de plus en plus, les bots les qui agents, sont dans le... voilà. IA ou botia. Mais celui-ci était développé avec de l'intelligence artificielle derrière et avec notamment ChatGPT, donc OpenAI derrière, et ça a été un des premiers, c'est peut-être le premier en France, mais un des premiers vraiment à faire là-dessus, qui permet en fait à un robot un peu plus intelligent où en fait le consommateur peut lui dire « j'ai un budget de temps ». Par exemple, j'ai un budget de 50 € pour un repas pour 10 personnes, je dis n'importe quoi, ou pour 4, sachant que j'ai un végétarien dans le lot et que j'ai un allergique à tout ça et que j'aimerais faire un repas avec entrée, plat, dessert. Et en fait, le robot, lui, sort donc des recettes qui correspondent à ça. Et donc ensuite on peut dire ah ouais mais non je veux pas le poisson, je préfère une viande ou à l'envers, donc il change et à la fin il va vous générer la liste de courses. D'accord.
pour avoir tous les ingrédients qu'il vous faut pour ça. Et pareil, dans la liste de courses, vous pourrez dire ah mais je préfère les produits Danone aux produits Nestlé, donc fais-moi un changement. Voilà. Et Au donc hasard. au hasard. Et donc du coup, c'est ça a été. Mais cette mission, elle date maintenant, si je me trompe pas, de 2 ou 3 ans. Et donc aujourd'hui, ça semble tout à fait banal. Oui, ça l'était pas. Mais il y a 3 ans, ça l'était pas. Et donc, du coup, c'est un partenariat avec OpenAI qui nous a permis d'aller plus vite et plus loin sur ce développement initial. D'accord. Et donc, c'est eux qui ont participé au développement du chatbot. C'est-à-dire qu'ils ont. Oui. Il y a une histoire de passer de modèles génériques à des modèles un peu plus précis sur un use case précis. Donc, c'est eux qui ont développé use case et vous étiez là pour le. On a travaillé ensemble toute la strate, pour le mise en développer. place. Et aujourd'hui, D'accord. pour certains use cases de ce mode-là, eh ben, on pourra le faire purement en interne parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de le faire nous. D'accord. Et Ah, donc, vous avez plus de. Oui, d'accord. Vous avez plus de développeurs ou de personalities qui sont capables de. bien sûr. Et on continuera à travailler avec OpenAI sur des sujets plus pointus, entre guillemets plus compliqués, plus novateurs. Et les sujets qui deviennent un peu plus commoditisés, eh ben, on va les faire plutôt nous en interne. Et c'est ça En fait, c'est l'objectif, très variable. d'internaliser de plus en plus sur l'IA. Oui, mais je ne pense pas qu'on ait un objectif de devenir autonome. Dans le sens où on n'a pas des gens qu'on peut... Nous, notre modèle n'est pas d'avoir des gens qui vont faire purement du développement. Par contre, OpenAI ou d'autres comme ça, oui. Et donc, du coup, on ne peut pas espérer, nous, à être au niveau d'OpenAI. Ils seront toujours en avance. Ils sont toujours en avance. Donc, je ne pense pas qu'on ait un objectif de devenir autonome. D'ailleurs, comme on l'a dit depuis le début, les clients demandent de plus en plus d'expertise. Donc, on sera de moins en moins purement autonome. Oui. Si tu vois ce que je veux dire. Et vous avez en interne, donc vous recrutez plus ces gens-là, vous avez un service à part entière, parce que je sais que dans la presse, on entend beaucoup parler de Gamma Oui. ou de Quantum Black, il me semble, côté McKinsey. Est-ce que vous avez une entité comme ça Oui, chez nous, ça s'appelle Vector, ça s'appelle Vector. Vector est notre département, si tu veux, qui touche à tout ce qui est les nouvelles technologies et le digital. D'accord ? Et il peut y avoir aussi bien donc du marketing digital comme du coup du développement de MVP comme un chatbot ou pas que ça, parce qu'en fait il y a plein d'autres choses. Et donc là-dedans, on a des équipes qui sont expertes et spécialisées et qui font que ça. Donc pour la partie marketing digital, on a une équipe qui s'appelle Forward et ce sont des personnes avec un background de experts médias et que nous recrutons déjà comme ça. Donc, ce n'est pas des consultants qu'on a fait grandir dans ce domaine, c'est des gens qu'on recrute avec cette expertise. Je crois que c'est ce qui fait une différence par rapport à nos concurrents sur ce domaine en particulier, Forward. Après, on a une autre équipe qui s'appelle AAG, Advanced Analytics Group, et là, on a ces experts codeurs, ingénieurs tech qui vont pouvoir travailler sur le développement de MVP ou qui vont faire du codage pour créer donc des outils nouveaux. Et donc, on ne vend jamais une mission qu'avec du AAG, par exemple. Oui. Ça va être une mission de strat en général, où il va y avoir 1, 2, 3, selon la mission, consultants en stratégie, qui vont réfléchir, par exemple, à quels sont les use cases qu'il faut développer dans une entreprise, d'accord ? Et ensuite, on va donc identifier les bons use cases, on va valoriser ce que ces use cases apportent, que ce soit en termes d'économie éventuellement, mais aussi surtout de valeur ajoutée. Okay ? Et ensuite, la composante AAG dans l'équipe va faire le MVP, va créer le MVP, va coder. D'accord. Et de plus en plus, nos missions sont hybrides, si je peux le dire comme ça. Le pourcentage de missions qui, au-delà de l'équipe cœur de consultants généralistes, et d'ailleurs, consultant généraliste n'est pas une expression que j'adore parce que, comme tu l'as entendu tout à l'heure, de plus en plus, ils ont une expertise assez vite, mais bon. Mais l'équipe cœur des consultants va être de plus en plus accompagnée par une équipe complémentaire qui apporte une autre expertise. Oui. Qu'elle soit interne, comme on le voit avec Forward et Vector de façon plus large, voilà. ou externe, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça devient majoritaire dans l'émission. Oui, je ne sais pas si on a dépassé le 50%, mais en tout cas, c'est tout à fait significatif. Tout à fait significatif. Oui. Et ça vous arrive de travailler aussi avec des cabinets de conseil pure player sur de l'IA, sans travailler directement avec OpenAI ? Comme qui ? Je pense à du Equimetrix ou
Des boîtes qui sont vraiment des cabinets de conseil pure player qui sont vraiment spécialisés sur data, IA. Oui, ça nous arrive. Avec Equimetrix, que je connais bien et que je salue, je sais pas, mais si, ça nous arrive d'avoir des partenariats avec des cabinets plus spécialisés. Mais oui, si, mais ça serait pas donc c'est pas des cabinets comme nous. Donc du coup, c'est des cabinets très spécialisés dans un domaine. Oui, ça nous arrive. Et ça nous arrive aussi d'en acheter. Oui, évidemment. Pour intégrer l'expertise chez nous directement. Bah oui, effectivement, ça m'intéresse de savoir si tu penses que ça change la manière dont tes consultants délivrent l'émission. Oui. Et si tu penses qu'ils vont pouvoir potentiellement être plus productifs, faire plus de missions. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir moins de consultants qui délivrent le même stock de missions? Est-ce qu'il va y avoir des impacts aussi là-dessus? Oui. Qui sait personne ne sait ce qui arrivera dans 10 ans, mais mon sentiment à moi, c'est que non, et c'est un sentiment quand même qui est très fort. Non, on ne va pas recruter moins de consultants parce que grâce à l'IA, on va pouvoir faire d'autres choses. Tu sais, la façon dont, peut-être c'est un peu simpliste, mais la façon dont je vois l'IA et notamment ChatGPT chez nous, c'est comme si tu apportais un stagiaire à ta mission. C'est-à-dire que ce qu'on va demander à ChatGPT, c'est de faciliter ou d'accélérer un process de collecte de data. Mais en fait, ce que ChatGPT fait, c'est qu'il fait, allez, pour faire très simple, un Google sur un sujet. Il se lit 10, 20, 30, je sais pas combien, pages Internet, et derrière, il en fait un résumé. C'est quelque chose qu'un stagiaire ou un jeune consultant sait très bien faire. C'est juste que voilà, ChatGPT, a priori, va le faire un peu plus vite. L'autre chose qu'on peut demander à ChatGPT, c'est de nous structurer de la donnée. Donc, on a beaucoup de données, on va lui demander de nous faire un tableau où on veut que la donnée soit structurée d'une certaine façon. Et donc, c'est comme ça que nos consultants, il faudrait peut-être en parler avec un consultant, mais c'est comme ça qu'à ma connaissance, les consultants utilisent l'IA et donc surtout ChatGPT dans leur day-to-day, donc dans leur travail quotidien. Donc, ça ne va jamais remplacer un consultant, parce que cet aspect du travail du consultant représente quelques heures de travail, un peu plus au début de la mission, un peu moins après, mais c'est quelques heures de travail, et de là à dire qu'au lieu de mettre 3 consultants sur une équipe, je vais pouvoir mettre 2 plus ChatGPT, on en est vraiment très loin. On ne le veut pas. On ne le veut pas, mais en plus, on en est très très loin. L'autre aspect, c'est que, sincèrement, il faut quand même tout le temps vérifier ce qui sort de l'AI. Et quand je vois certains de nos clients qui parfois m'envoient des documents faits par ChatGPT et qu'on dit, tiens, regarde ce que ChatGPT me dit, donc il faut tout le temps aller vérifier. Le nombre d'erreurs n'est pas nul du tout. Et donc non, ça ne remplacera jamais un consultant, ou du moins pas dans les années à venir. C'est pas notre objectif. Et j'espère, et par contre, ce que j'espère, c'est que ça apporte un peu plus de confort à nos consultants, qui certaines tâches qui peuvent être un peu répétitives ou à la valeur ajoutée plus faible, et bien qu'au lieu qu'eux doivent la faire et que ça les oblige à partir un peu tard le soir, et bien si ChatGPT peut leur permettre de gagner quelques heures pour aller plus vite, et bien ça, je pense que c'est le vrai apport que ChatGPT va apporter à mon consultant. C'est-à-dire un work-life balance peut-être un petit peu meilleur. Oui. Après, ça tout dépendra de ce que décident ces structures. Oui. Parce que si je gagne 10% de mon temps sur chacune de mes missions, 10 plus 10 plus 10, au bout d'un moment, peut-être que je vais pouvoir rentrer une mission en plus sur mon consultant. Et non, parce qu'en fait... stock d'heures illégal, non ? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, ça serait vrai si nos consultants travailler un nombre d'heures fixe et que donc du coup effectivement si j'enlève des heures ça marche, mais on est dans un travail rémunéré au forfait, comme d'ailleurs dans nos entreprises les postes de manager sont souvent comme ça, et donc du coup un consultant qui va gagner 3 heures, en fait ce que je ne peux pas imaginer, ce que tu essaies de faire et je te comprends, c'est dire c'est 3 heures par consultant que je gagne, et si j'ai 100 consultants, j'ai gagné 300 heures, et donc du coup ça me permet d'avoir... Je peux vendre un peu plus. 10 consultants en moins, ou 5 consultants en moins. Oui, soit je me passe de consultants, soit je les garde, mais pour faire plus de missions. Oui, mais comme mon consultant, qui aujourd'hui travaille un certain nombre d'heures, demain va travailler 4 de moins, je vais quand même pas pouvoir le mettre sur une autre mission en même temps. C'est pour ça que non, je ne vais pouvoir ni vendre plus de missions, ni avoir moins de consultants.
Oui, si Et c'est d'ailleurs, les missions qu'on fait pour nos clients, où on utilise du chat GPT, il y a une espèce de fantasme où on entend que l'IA est faite pour supprimer des postes. Je ne veux pas dire que dans certains cas, ce n'est pas le cas. Mais dans beaucoup de use cases qu'on développe avec nos clients, à la fin, on n'aboutit pas à une suppression de postes. On aboutit à une valeur ajoutée supérieure de l'humain sur ce qu'il fait. Mais on n'arrive pas à supprimer des postes parce que ce n'est pas parce que j'arrive à enlever 5% du temps de travail d'une personne que je vais pouvoir cumuler tous mes 5% et quand j'en ai 20, j'ai économisé un poste. C'est pas toujours comme ça. Dans certains postes, oui. Dans certains postes, oui, parce qu'ils sont dans des postes qui sont, on va dire, répétitifs ou transactionnels. Là, oui. Si vous avez quelqu'un qui, je vais dire n'importe quoi, hein, mais si vous avez quelqu'un dans les accounts receivable qui peut gérer 1000 factures, si au lieu de gérer 1000 factures, il en gère 900 parce que l'IA lui en gère 100 de plus, là, oui, je vais pouvoir cumuler ce gain de 100 parce qu'au lieu d'avoir 10 agents qui chacun font 1000 factures, avec 9, ça suffira. Mais ça, c'est dans des postes à activité transactionnelle, ce qu'on appelle transactionnel. C'est répétitif. Oui, c'est répétitif, c'est la même tâche qu'on répète plusieurs fois. Et donc, il y a du transactionnel dans la finance, il y a du transactionnel dans le procurement, il y a du transactionnel dans la RH. Et sur certains postes transactionnels, on va sûrement arriver à faire de la productivité. Mais sur tout plein d'autres postes, on ne va pas le faire. Ça va juste permettre à l'humain de concentrer son temps sur des tâches à valeur ajoutée supérieure. Et donc là, vous n'avez pas un gain de productivité au sens que vous allez pouvoir avoir moins de postes, mais vous avez un gain de valeur parce que la valeur générée par votre équipe augmente. Et comme nous sommes tout sauf le transactionnel, on ne peut pas cumuler un gain de 5% à droite à gauche pour en faire un ETP. C'est pas possible. Donc oui, je suis très très clair que non. À part s'il y avait des stagiaires qui ne faisaient que de la. Oui, mais c'est pas le cas. Que de la revue, voilà, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Nos stagiaires chez nous, c'est des consultants à part entière. Ouais. Voilà. Donc effectivement, on va pas donner aux stagiaires la responsabilité d'un consultant, et le stagiaire va être sur les tâches entre guillemets le plus en bas de la pyramide, mais elles sont pas transactionnelles pour autant. Et donc non. D'ailleurs, les stagiaires, pour nous, on les considère comme un asset stratégique parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de recruter nos consultants ex-stagiaires. Bien sûr. Parce qu'on les a formés pendant qu'ils étaient stagiaires, on les a vus. Donc nous, on considère la population stagiaire absolument pas comme des personnes à faire des photocopies, si j'utilise une image un peu vieillotte, mais on les considère vraiment comme des consultants à part entière. D'accord. Donc on ne recrutera pas moins de stagiaires à cause de l'IA. Je ne pense pas. Ok. Et sur les use cases que tu as mis en place sur l'IA, est-ce que tu as l'impression que ça donne les résultats attendus ? Est-ce qu'il n'y a pas de dissonance justement entre les hautes attentes et finalement ce qu'on arrive à délivrer ? Très bonne question. Il y a eu donc un engouement pour les sujets de IA il y a 2-3 ans quand quand GPT-4 est arrivé il y a 2 ans ou 2 ans et demi maintenant, non ? Le temps passe vite. Il y a tout d'un coup un engouement et donc beaucoup d'entreprises se sont mises à développer des MVP et tout ça, et on entend un certain nombre de nos clients exprimer un peu de doute ou de déception sur le fait qu'en fait ça n'a pas finalement eu l'effet transformant attendu. Et il y a beaucoup de raisons à ça, et sans jeter la pierre à quiconque, mais il y a parfois, on a développé des MVP sans vraiment se poser la question avant si c'était vraiment ce qui était nécessaire à faire à ce moment-là. Donc, est-ce que cet MVP allait vraiment apporter de la valeur ? Est-ce que ce use case était vraiment le use case le plus important à développer ? Donc, il y a ça déjà, où nous, on recommande à nos clients d'avant de se lancer, alors aujourd'hui, ils se sont tous déjà lancés, mais de vraiment réfléchir sur l'ensemble des possibilités, où est la valeur pour moi ? Et donc du coup, par où je commence ? Donc ça, c'est la première chose, et je pense que ça, c'est un rôle que Bain peut amener et que n'amènent pas les consultants spécialisés ou les cabinets de conseil spécialisés en IA purement développement. Donc nous, on va réfléchir à l'ensemble des use cases, à la valeur qu'ils apportent d'un côté comme de l'autre, et du coup, prioriser ces use cases. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, après, c'est le déploiement du MVP. Si vous en faites un MVP qui reste confidentiel
et qui reste sur un tout petit truc qui n'est pas généralisé Une sorte de POC, dans ouais. l'entreprise, ou une POC qui reste là, et bien pareil, il n'y aura pas la valeur attendue qui va se matérialiser. Et ça demande beaucoup de change management, qui souvent est sous-estimé. Et souvent, les gens disent d'ailleurs que c'est le passage à l'échelle qui est difficile. C'est-à-dire, le POC marche bien sur un petit périmètre, et puis on a du mal à... Pour tout un tas de raisons, mais ça peut être lié à de la sécurité. Oui, et il y a quelques années, on le disait sur d'autres aspects. Parce que c'est toujours cet aspect change management qu'on a tendance à sous-estimer, parce qu'on pense que les gens vont adopter un outil comme ça. Oui. Mais le fait qu'on sous-estime le change management, ça date de Mathusalem. Hein. On a toujours sous-estimé les efforts de change. Toujours. Toi, t'as l'impression que c'est un des obstacles principaux, c'est pas forcément des sujets technologiques ou sécuritaires quand on passe à l'échelle, c'est le change. Plutôt. Moi, je pense, et j'encourage parfois nos clients à nous garder pour l'aspect change. Parce que souvent, on ne nous garde pas pour l'aspect change parce qu'on nous dit on sait faire, ou d'autres gens savent faire beaucoup moins cher que vous et savent faire la même chose et du coup, ça nous suffit. Mais on voit que le change mériterait qu'on investisse sur le change et qu'on le fasse de façon très ordonnée, très correcte et tout ça. Et aussi qu'on arrête de faire du change sur la base de « Ah non, mais je sais qu'il faut faire comme ça ». Non, le change, il y a des domaines comme ça où les gens pensent qu'on peut s'improviser expert d'un domaine comme ça. Par exemple, l'organisation. Combien de gens pensent que réorganiser une équipe, n'importe qui sait faire ? Non mais c'est incroyable. Combien de gens pensent que réorganiser une équipe, il suffit de redessiner un nouveau org chart. Donc c'est une question de je dessine des boîtes et je mets des lignes. Et alors si je suis un peu sophistiqué, les lignes peuvent être solides ou dotted. Mais voilà, faire une organisation, c'est dessiner un org chart. Mais non, mais il y a une vraie théorie derrière le changement des organisations. Il y a une vraie théorie où on réfléchit sur le span of control. Alors les gens disent oui, non mais le span of control c'est 7, on le sait. Non mais non, c'est pas 7. 7 est un chiffre magique, mais pour certains jobs, notamment les jobs transactionnels techniques, on va monter jusqu'à 12, 14, et pour certains autres jobs plus d'expertise, c'est 3, 4. Donc 7, c'est une sorte de moyenne qui est au milieu, mais c'est faux de dire 7 est le chiffre. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça, et à quel point les gens pensent que faire une organisation, c'est comme ça. Et beaucoup de gens pensent que le change, il suffit d'aller venir les gens et de leur parler. Mais non, il y a un vrai travail de structuration, de réflexion, de faire ça bien. Et je pense qu'une des déceptions de l'IA a été ça, qu'on n'a pas su faire le change correctement derrière. Du coup, il n'y a pas d'adoption et du coup, on n'a pas les effets escomptés. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes, il y a du conseil en IT qui ont des équipes sur le change management et qui le font aussi, oui. Et bien tant mieux. Mais en tout cas, c'est un de vos leviers aussi. Le change est une composante très compliquée. Très compliquée. C'est parce qu'en fait, ça nécessite ça touche l'humain, ça nécessite de l'empathie, ça nécessite de comprendre comment le cerveau d'une personne fonctionne d'un point de vue adoption, acceptation de quelque chose de nouveau, la fameuse courbe du change. Celle-là, peut-être tout le monde la connaît, mais est-ce que tout le monde sait vraiment ce que ça veut dire derrière ? Ça demande une expertise. Après, ça demande de la communication. Ça demande aussi une connaissance de l'entreprise fine ou du moins développée. Dans une entreprise, on ne communique pas de la même façon que dans une autre. Et c'est pour ça que je pense qu'un cabinet spécialisé n'apporte pas ce que nous, on peut apporter, parce que nous, on a cette connaissance de l'entreprise, des enjeux, des dirigeants, de l'industrie, et qu'on met au service de nos outils ou de notre expertise de change pour en faire un vrai changement qui touche l'ensemble de la population. On a nos méthodes de change, d'accord ? Ça passe par les Most Impacted Populations, des choses comme ça. On a nos méthodes de change, mais à côté de ça, on a la connaissance de l'entreprise, de l'industrie, des enjeux, des gens. Et c'est pour ça que je pense qu'on apporte une valeur supérieure à ce qu'un cabinet purement spécialisé en change qui va faire 4 mois de change dans une entreprise et puis c'est fini. C'est pour ça que je pense qu'on apporte plus. D'accord. Mais encore faut-il que les entreprises reconnaissent ça et soient prêtes à investir. D'accord, et donc tu penses qu'il y a eu des attentes ou des promesses pas forcément tenues sur l'IA pour ces deux raisons-là, quoi. C'est-à-dire pas assez de réflexion en amont du développement IT et un change sous-estimé. Je pense que ça fait partie.
Je pense que ça fait partie des raisons principales, parce qu'après, sur l'aspect technique, l'IA, grosso modo, délivre ses promesses. Et ce qui est sympa avec l'IA, c'est que si elle ne les délivre pas aujourd'hui, dans 8 mois, il y a des chances... 8 mois, pas 8 ans. Il y a des chances qu'elle délivre. Donc, finalement, que sont 8 mois dans le big scheme of things? Donc, je pense que d'un point de vue technique, on sait ce que l'IA est capable de délivrer. Et on sait que je ne dis pas qu'on a une boule de cristal qui permet de prédire ce qu'elle va délivrer dans 10 ans, mais on sait dire grosso modo dans 6 mois, dans 12 mois, où sont les développements. Et donc, il y a à peu près un an et demi, il y a eu le boom de la créa dans l'IA, tu sais, dans les images, tu vois. Eh bien, moi, je ne suis pas le grand expert IA, donc je ne sais pas te dire quand l'IA va pouvoir faire des vidéos, mais je pense que les pontes de l'IA savent te dire que dans X années, on peut espérer avoir la vidéo. Tu vois, et donc c'est juste une question de dire, ce use case, on va attendre 2 ans et on va se lancer. Après, il y a aussi peut-être une dernière notion, la notion de pionnier versus follower. Il y a des entreprises qui veulent être pionnières et qui veulent être les premières à développer un certain nombre d'outils IA. Coca-Cola fait partie, et je peux les citer aussi parce que notre partenariat avec eux est public. Et donc eux, ils se sont dit, on veut être pionniers. Et donc, on va développer des MVP nouveaux et tout ça. D'autres entreprises disent, moi, je préfère que certains... Essuie les plâtres, on va dire. Oui, j'allais dire ça et je me suis retenu. Mais effectivement, que certains fassent ce travail de se planter 1, 2, 3 fois avant d'aboutir au truc. Et moi, j'arriverai avec 2 ans de retard. Mais c'est ma politique, c'est d'être un fast follower ou carrément un follower tout court. Et voilà. Mais donc, je ne pense pas que ce soit la technique qui est déçue. Je pense que c'est plutôt avoir développé les bons outils dans les bons sujets, dans les bons domaines, et ensuite l'adoption, je pense. D'accord, très bien. Et sur tes domaines de prédilection, la pharma et la conso, tu sens qu'il y a une proportion de plus en plus importante de missions qui ont une composante IA. Oui, très, très importante. Du moins, tous nos clients se posent la question. Tous. Tu dirais que c'est autour de 50%, enfin, c'est difficile encore d'avoir des missions. Alors, moi, j'ai pas fait 50% de mes missions avec une composante IA, mais si je prenais à l'échelle de Bain, je pense qu'on ne doit pas être très loin. Pareil, je connais pas le chiffre par cœur, Arnaud, mais je sais que les missions qui ont une composante IA, parce qu'en fait, tu sais, après, composante IA, toutes les missions ne sont pas à développer un chatbot ou un MVP particulier sur un truc. Et on utilise aussi beaucoup l'IA pour cleaner et traiter la data. Et ça se développe beaucoup. Ça se développe beaucoup. Tu as entendu parler des data lakes chez nos clients. Ils en ont de plus en plus. Et une des questions qui se posent, c'est mais comment on organise la data dans ces data lakes? Parce qu'en fait, on a le sentiment d'être assis sur des mines d'or et en fait, on n'arrive pas à en extraire de la valeur. Il y a beaucoup de missions où on utilise de l'IA pour faire du cleaning ou de la structuration de données. Et ça, c'est déjà un use case de l'IA. D'accord. Et donc, mais c'est pas forcément les consultants qui délivrent les missions via l'IA, c'est vraiment je mets de l'IA chez le client. Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. Souvent, quand on fait de l'IA, le client va demander à ce que la capacité lui soit transférée. Parce qu'en fait, quand on structure un data lake, on ne le structure pas une fois et c'est fini. Il faut le structurer continuellement. Donc, très souvent, il va y avoir un transfert de la capacité. D'ailleurs, nous, Bain, on fait beaucoup de transferts de capacité. On n'est pas du tout dans un modèle répétitif. Moi, j'ai pas ni le besoin ni l'envie de vendre 4 fois la même mission à mon client. Je veux la vendre une fois. Elle sera peut-être un petit peu plus grande parce qu'il faut faire du transfert de capacité. Et donc, ça sera un petit peu plus lent. Ça prendra un peu plus de temps. Mais je préfère la vendre une fois, un peu plus grande, et que mon client me dise dans 2 ans, qu'est-ce que je suis heureux, aujourd'hui on sait le faire. Et nous, on va aller faire d'autres choses, nouvelles, parce que voilà, je ne suis pas du tout dans un business de répétition. D'accord. Non, mais merci pour le sujet sur l'IA, ça valait le coup de revenir sur ce sujet-là. Et oui, je voulais en discuter effectivement du recrutement, parce qu'on sait en ce moment que les cabinets de conseil ont moins la cote, on va dire, pour les jeunes diplômés, qui sont assez attirés par les métiers de la tech, etc.
Donc, c'est dire comment vous arrivez, vous, en ce moment, à réattirer ces populations-là. D'accord. T'es pas forcément d'accord avec le constat? Tu dis réattirer. Non, c'est pas que je suis pas d'accord avec le constat. Je pense qu'on peut le nuancer. Mais parce qu'en fait, on n'a pas de problème de recrutement. Donc, Oui, d'accord. Donc oui. ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à un point où le métier est devenu tellement peu attractif qu'on a un souci. Mais qu'il y ait un changement, oui, et c'est lié en partie aussi avec ce qu'on disait au début, ce qu'attendent les nouvelles générations et à quel point elles voient le métier du conseil comme un métier capable de répondre à ces attentes d'impact. Alors, la proposition de valeur du conseil, je pense qu'aujourd'hui, elle reste tout à fait attrayante. Et elle se base sur l'élément principal qui est ce que je te disais tout à l'heure, que je pense, je pense que je ne fais pas de la fausse modestie, je pense que ça reste le métier le plus formateur qui existe. Et pour plusieurs raisons. Et c'est ça, je pense, notre proposition de valeur. Vous êtes dans un métier qui va vous former. Et ça veut dire que si au bout de 3-4 ans, vous voulez faire autre chose, vous aurez fait 3-4 ans vraiment utiles. Et si vous voulez rester, tant mieux, et vous restez. Mais ce qu'il y a, c'est que vous n'allez pas perdre 3-4 ans, ou vous n'allez pas faire quelque chose, et au bout de 3-4 ans, faire une chose tellement différente que ce que vous avez fait avant ne vous apporte pas une valeur. Moi, je pense que le cœur de notre proposition de valeur est là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette proposition de valeur? La première, c'est que c'est un métier qui donne une autonomie très grande et qui permet de développer une autonomie, parce que nos consultants très rapidement travaillent en autonomie. La deuxième, c'est parce que nos missions sont toutes à impact. Elles sont toutes à impact. Nos clients ne nous embauchent pas pour quelque chose qui n'a pas d'impact. Si je peux me le permettre, on est trop cher pour ça. Donc, nos clients nous embauchent pour de l'impact. Quand on est chez Bain, toutes les missions qu'on fait sont des missions qui, chez nos clients, sont des missions prioritaires et importantes. Quand vous travaillez chez nos clients, toutes les missions que vous faites ne sont pas prioritaires et importantes. C'est l'avantage du haut de gamme, c'est qu'au moins on sait que c'est stratégique. Exactement. Donc l'impact, il est là. Peut-être que quand on est tout jeune consultant, on a un peu de mal à comprendre cet impact qu'on est en train d'avoir, mais il y a un impact très fort. Après, il y a la diversité des missions. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui veulent être généralistes, qui veulent en fait augmenter leur culture générale du business. En fait, il y a des gens qui, oui, ont une idée très précise, qui veulent faire que de l'ESG et que de la réduction de carbone toute leur vie, et bien ils vont aller dans des cabinets spécialisés. Mais ils feront que ça, toute leur vie. Il faut bien en être conscient. Quand on a 24 ans, on peut se dire on a envie de faire qu'une chose, mais moi je pense qu'au bout de 10 ans, faut voir si ces talents ne se retrouvent pas un peu désabusés de faire tout le temps la même chose. Mais chacun ses choix, très bien. Mais ceux qui viennent chez nous, c'est parce qu'on leur propose une diversité de missions, qu'elle soit diversité de thèmes. On peut faire de la strat, on peut faire de l'IA, on peut faire de l'ESG, on peut faire de la diversité, voilà, ou que ce soit d'industrie. On va travailler pour les biens de grande consommation, pour la banque, pour la santé. 3. Quatrième, il y a une formation continue parmi, je pense, ce qu'il y a de mieux dans la place du travail aujourd'hui. Je regardais les chiffres l'autre jour. On a dans les 10 000 heures de formation données pour nos consultants en France l'an dernier, et nous avons dans les 300 consultants à peu près. Donc, il y a une formation continue, constante, et sur des sujets très variés. Et cinquièmement, c'est pas des moindres, la rémunération reste quand même attractive. Elle vient compenser, bien sûr, les efforts qu'on demande aux gens pour exercer ce métier, mais la rémunération reste parmi les plus attractives qu'il y ait, pas la plus, parce que je pense que dans la banque d'investissement, ça va être plus rémunérateur, mais ils vont travailler tous les week-ends, ou du moins, tu vois, être en call tout le temps, alors que chez nous, le week-end, on ne travaille pas. Bref, en tout cas, ça reste une rémunération très attractive, et donc, avec ces 5 éléments, moi, je pense que le métier reste attractif. Maintenant, on a, nous, une responsabilité d'expliquer ça aussi aux jeunes, de leur faire comprendre ces choses-là, et ensuite, quand il y a un jeune qui est très clair sur ce qu'il veut faire, eh bien, j'en suis heureux pour lui et qu'il fasse autre chose, bien sûr. D'accord. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent être entrepreneurs. Moi, je pense que faire 3-4 ans de conseil avant de se lancer dans une expérience entrepreneuriale,
c'est très bénéfique. Oui, c'est sûr que ça peut aider. Parce qu'on va avoir une entreprise sur beaucoup d'angles différents. On va mettre en pratique des choses qu'on a étudiées à l'école. Et moi, je pense que tout entrepreneur devrait considérer de se faire d'abord 3 ans de conseil pour la formation que ça va lui apporter. Pour te donner un exemple. Je dis ça parce que oui, le côté entrepreneurial est de plus en plus fort chez les jeunes qui sortent notamment des écoles où on recrute. Mais moi, je pense qu'une période de conseil ne peut que être bénéfique. En formation accélérée. Oui. Et sur le recrutement, justement, ça va nous faire dériver vers le sujet de la diversité et inclusion, mais qui est important, justement, qu'on parle de ça. Comment vous faites pour recruter des profils plus diversifiés? On en vient au sujet du fait que tu avais des études un petit peu différentes. Comment vous faites pour recruter ces profils-là? Donc, qui viennent qui viennent de milieux plus modestes ou de formations différentes. Voilà. Oui, tout à fait. Notre politique de recrutement n'a pas un volet de discrimination positive. D'accord? Donc, on ne va pas recruter quelqu'un parce qu'il ou elle vient de la diversité. Ça, je veux que ce soit clair. L'égalité des chances, elle est pour tous la même. Ce que nous, on doit faire, et on fait, c'est d'aller attirer des jeunes de la diversité vers nos métiers pour qu'ils postulent chez nous. L'une des premières barrières, mais qu'on connaît aussi depuis longtemps, c'est que des jeunes issus de la diversité ne se considèrent pas légitimes pour venir travailler chez nous. Ils disent non, le conseil, c'est pas fait pour moi. Le conseil, c'est fait pour les enfants de... Voilà, donc c'est pas fait pour moi. C'est le cliché un peu hors sol du conseil en strat ou du conseil en général. Conseil et d'autres métiers. On n'est pas le seul métier qui souffre de ça, mais on en a au moins souffert beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui un petit peu moins parce que je crois que nos efforts commencent à payer ou payent. Mais oui, il y a beaucoup de jeunes issus de diversités multiples et variées qui considèrent que le conseil n'est pas fermé pour eux. Et d'autres, après, qui considèrent qu'ils n'arriveront pas à s'inclure, à être inclus. Parce qu'ils sont justement différents d'un certain moule. Il y a 2 ans ou 3, il y a eu un article dans Le Monde sur les clones. Dans le conseil qu'on recrutait que des clones. Moi, quand j'ai lu cet article, j'ai eu une envie terrible que j'ai pas fait d'écrire aux journalistes et lui dire « Vous auriez dû m'interviewer ». Avant d'écrire cet article. Parce qu'il y a des choses vraies là-dedans. Je ne vais pas vous dire que vous avez complètement tort, mais vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Et donc, mais il y a des jeunes qui, à cause de ce genre d'article ou à cause de ce qu'on pense, croient que les populations dans les cabinets de conseil en strat, et notamment les MBB, sont tellement uniformes que si eux viennent avec leurs différences, ils ne s'incluront pas. Et donc, c'est à nous de leur expliquer que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Donc, on fait plusieurs choses. On fait des choses pour eux, pour les attirer, pour leur expliquer, mais je fais aussi des choses en interne pour m'assurer que les gens en interne comprennent l'intérêt de la diversité, tout ça. Alors, on a un peu bifurqué sur ta question, pardon. Non, très bien. Mais donc c'est ça qu'on fait. On va expliquer aux jeunes ce que c'est notre métier, ce qu'ils peuvent apporter, et le fait que chacun peut apporter une pièce à l'édifice ou une brique à l'édifice, et que du coup, ils doivent considérer, s'ils le souhaitent, notre métier comme un métier pour eux. Et comment tu arrives à les toucher, justement? Parce qu'on parle souvent des forums des grandes écoles, ceux-là où il y a tous les cabinets qui y sont. Comment tu arrives à toucher ces populations qui ne sont pas dans ces écoles-là? Alors on passe effectivement par les écoles. Alors attention, parce que du coup, après, il y a, si je peux dire, le frein ou la barrière de l'école. C'est-à-dire que pour nous, ça nous sera très compliqué. On essaie de le faire de plus en plus, mais on se rend compte que ça marche moyennement. Et donc, du coup, il y a une barrière d'école. C'est-à-dire que le tort faisons le mea culpa, le tort des sociétés de conseil en France d'il y a 10 ans, c'est qu'elles ne recrutaient que dans un nombre d'écoles très restreint. Tu te dis, pour la MBB, c'est top 3 école de commerce, sinon tu peux pas. Enfin, c'est ce que moi j'entendais à l'époque. Oui, top X, on va dire, des écoles de commerce et top X des écoles d'ingénieurs. On ne recrute pas que dans les écoles de commerce, d'accord ? Mais effectivement, c'était un nombre limité d'écoles, ce qui a pu générer, pareil, mais à culpa, c'est clair, ça a généré cette notion du clone, qu'on est uniforme, parce que bien sûr, ça recrutait sur très peu d'écoles. Aujourd'hui, on recrute sur un nombre d'écoles beaucoup plus grand. Mais on ne recrutera pas en dehors d'écoles avec un certain niveau d'excellence. Alors, on a un certain nombre d'écoles où
Alors, notre politique est très simple. Si vous venez d'une école qui fait partie de cette liste, où il y a des écoles de province, je le dis de suite, parce qu'après on dit oui, c'est toutes des écoles parisiennes. C'est pas vrai. Donc, on a de plus en plus d'écoles de province. Si vous venez de une de ces écoles-là, vous serez invité automatiquement dans le processus de recrutement. C'est-à-dire, votre CV ne sera pas screené. D'accord. Il n'y aura pas un refus au screening. Exact. Il y aura une chance de s'exprimer. Vous passerez à la première étape du recrutement, qui est un test qu'on fait online. D'accord. Voilà. Mais donc là, tout le monde a ses chances. C'est pas parce que vous vous appelez d'une façon, vous êtes un garçon ou je sais pas quoi. Non. Donc, si vous venez d'une des écoles, vous passerez directement dans le processus de recrutement. Et si vous venez d'une autre école, eh bien là, ou fac, pardon, là, on fera un screening. D'accord ? Et donc, on ira un peu plus regarder votre CV, qu'est-ce que vous avez fait en dehors de l'école, etc. D'accord ? Mais si vous venez des écoles qui sont sur la liste, ce qu'on appelle nos écoles cibles, ça sera direct. Donc, les écoles ou les universités restent pour nous des partenaires, mais aussi une barrière. Si, pour prendre l'exemple de celle-là, si HEC n'a pas d'étudiants qui viennent de banlieue, ça sera plus difficile pour nous d'avoir des étudiants qui viennent de banlieue. Alors, ce qu'on fait, c'est, on parle avec HEC et avec nos écoles partenaires sur comment elles peuvent développer, comment elles peuvent augmenter le taux de gens de la diversité dans leur formation. Ensuite, nous allons voir des lycées de banlieue pour créer de la vocation. On pourrait faire plus, ça, mais on commence à le faire. On est associé avec Article 1, notamment. On est associé maintenant avec Infinite. Et donc, du coup, c'est notre façon d'essayer de favoriser la diversité dans les écoles où ensuite, on peut espérer nous recruter nos jeunes. Et après, on va faire des événements plus ouverts qu'on va faire de la pub sur nos propres réseaux, où on va inviter des gens hors école. C'est-à-dire, on va faire des événements qui ne passent pas par nos écoles, mais que c'est nous qui organisons. Et donc, des jeunes viennent nous voir, parfois des moins jeunes, parce qu'ils sont issus de la diversité. D'accord. Donc, c'est un peu tout ça qu'on fait. Mais nous sommes toujours tributaires de l'université ou de l'école, puisqu'on a quand même besoin de recruter des gens qui ont une certaine formation. Et non, mais c'est intéressant sur cet aspect recrutement. Et pour aller sur un autre volet là-dessus qui est éminemment important aussi, la représentativité des femmes dans ce métier-là. C'est vrai qu'on a aussi, si on reprend les clichés et qu'on part de là, c'est toujours intéressant de partir des clichés et de les déconstruire. On pense toujours aux partenaires mâles de 50 ans, blancs. Voilà. Comment on arrive à déconstruire ça ? Comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait notamment plus de femmes à ces échelons-là. C'est une problématique qui est dans le conseil, mais dans n'importe quel secteur. Hein. Oui. Comment on y arrive ? En étant Bain. Bain a un taux de féminisation de son partner group de plus de 30%. Et depuis des années. Et comment vous êtes Mais parce qu'en fait, on a... Et c'est pour ça que ça... Je ne sais pas si, bien sûr que tu le sais, Bain a eu un prix à l'aide du conseil de NAPTA sur la politique RSE. Et en fait, c'est parce qu'on a une culture inclusive et qu'elle l'était avant que le D&I soit un sujet. Certains diraient un sujet à la mode. Mais avant même que le D&I soit un sujet, Bain en faisait, j'ai envie de te dire, même sans le savoir. C'était une question de culture. On a une culture inclusive et qui a fait toujours très attention à éviter que, notamment pour le sujet que tu mentionnes, on perde... Alors on en perd puisqu'on a un taux de féminisation de 30% du partner group, il n'est pas de 50%. Donc ça veut dire qu'on en perd. Mais pour qu'on en perde moins que d'autres, notamment en faisant attention à des moments charnières dans la carrière des gens, et notamment des femmes, si on parle de ce sujet, qui arrivent au moment de la maternité. Ce qui me plaît, c'est que ça commence à devenir aussi un sujet pour les hommes. Et donc, congé paternité notamment. Oui. La paternité commence à devenir un sujet. Et donc, ça me plaît parce que ça va remettre un peu d'égalité dans tout ça. D'accord ? De plus en plus, dans les couples hétérosexuels, le modèle de la femme qui arrête son travail ou qui met en pause tout ça, il est de plus en plus challengé et on voit de plus en plus de couples maintenant où l'homme est celui qui va mettre entre parenthèses à un moment donné sa carrière et tout ça. Ou alors ils vont faire moite-moite, ou enfin ils se débrouillent comme ils veulent. Mais tu vois, et donc je suis content que le sujet devienne... on pourrait dire, c'est un peu paradoxal que tu sois content d'avoir un problème. Mais non, parce qu'en fait, ce problème m'amène une solution qui est une égalité, enfin, où je vais réussir à gommer
ce problème que j'avais avec les femmes. Oui. Donc, c'est en ça que je suis content d'avoir ce problème qui émerge. Mais donc, Bain, depuis des années, avant que la diversité soit un sujet qui soit en haut, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'est pas suffisamment en haut des entreprises. Mais bon, pour qu'il commence à être en haut, on le faisait déjà, sans s'en rendre compte. On faisait attention. Avoir une femme partner nécessite 10 ans d'investissement. Puisque c'est à peu près le temps qu'on met pour passer de AC à partner. Homme ou femme. Ah oui, alors donc chez Bain, on a fait les études 40 millions de fois, notamment à Paris. Oui. On a un écart de 1 mois de 1 mois de vitesse de promotion homme-femme. Et selon l'échelon, les femmes vont plus vite ou les hommes. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas de, et c'est quand même drôle parce que même chez nous il y a encore des consultants qui pensent qu'il y a un écart et on leur montre régulièrement et de façon tout à fait honnête et transparente les chiffres et tout. Il n'y a pas d'écart de vitesse de promotion. Il n'y a pas d'écart salarial, bien entendu, zéro, donc il n'y en a pas. Mais de vitesse de promotion non plus. Corriger des absences. Et c'est là où, bien sûr, on peut dire, oui, mais les femmes sont plus absentes à cause de la maternité. Et tu dis, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un métier où la promotion se fait par le gain d'expérience, par le gain d'expertise. Si vous êtes absent, vous ne faites pas de gain d'expérience ou de gain d'expertise. Donc, les temps d'absence sont décomptés, pas à 100%, pas à 100%, mais sont quand même un peu décomptés. Parce qu'on a... Imaginez, on met à peu près 2 ans pour passer de consultant à manager. D'accord, à senior manager. Imaginez que vous êtes absent pendant 1 an et demi. Oui, bien sûr. Comment vous pouvez devenir manager si vous n'avez pas été consultant? Donc, il y a vraiment une notion de... on apprend sur le tas, on apprend par apprentissage, et donc du coup, il faut passer du temps. Un orfèvre ne devient pas orfèvre absent. Un joaillier devient joaillier parce qu'il a fait... Bon, bref, etc. Donc... notre taux de féminisation des femmes du partner group est très élevé parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'on travaille sur ce sujet sans s'en rendre compte. Sur d'autres critères de diversité, il peut y avoir un peu plus de retard, mais qui est dû beaucoup par ce défaut de recrutement qu'on a pu avoir. Pendant longtemps, les homosexuels ont cru que le conseil n'était pas fait pour eux, parce qu'on rabâchait aux homosexuels que comme ils sont très créatifs, ou comme nous sommes très créatifs, il faut faire du marketing. Et donc pendant longtemps, les homosexuels ne sont pas allés vers le conseil parce qu'ils ont dit c'est pas pour moi. Donc conclusion, on a un déficit dans le partner group chez Bain aujourd'hui. Je suis le seul. Bon, vu que nous sommes 40 et quelques, la statistique voudrait qu'on soit un peu plus. Bon, ça vient. Le pipe est là, ça vient. Mais voilà, donc. Mais c'est un sujet à la source là pour le coup. Exactement. Mais pour les femmes, ça l'était aussi, parce que Ouais. les femmes il y a quelques années on recrutait moins. Aujourd'hui, grosso modo, au recrutement, on recrute. Le pourcentage des personnes qu'on recrute hommes-femmes est le même que dans le pool des CV qu'on reçoit. D'accord. D'accord ? Donc, quand ce pool est à 50-50, nous, on recrute 50-50. Mais quand il est à 40-60, comme il est en ce moment, il s'est un peu déséquilibré dernièrement au détriment des femmes. On n'arrive pas à bien comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, elle se pose plus de questions sur ce qui va se passer au moment de la maternité? Je ne sais pas, c'est un peu compliqué et on essaie de craquer ce sujet. Si le pool est 60-40, on recrute 60-40. Pas par design. C'est pas par design. Mais on se rend compte que notre taux de femmes au recrutement est égal au taux des femmes dans le pool de CV. D'accord. Oui, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif. On l'observe. Oui. On observe. Oui. Okay. Et justement, quand tu disais il faut accompagner les femmes à certains moments de leur carrière, vous avez mis des actions, vous, en place ou des mesures chez Bain, Oui. Notamment sur le congé maternité ou autre, qui permettent de leur donner confiance et de progresser aussi vite qu'un homme? Oui. Donc, sur le congé de maternité, on va bien au-delà de la loi sur la période d'absence et surtout, on va offrir cette possibilité aussi aux hommes. Pour que justement... d'avoir le congé mat de même durée. Oui. Le congé pat, pardon. Oui. Parce que c'est vrai que c'est 1 mois légalement. Exactement. Donc chez nous, c'est... Alors je sais plus exactement combien par nous, Arnaud, mais c'est beaucoup plus... C'est sur notre site, donc c'est public. Ouais. Mais c'est bien plus, c'est bien plus. Je pense qu'on a une des politiques de maternité les plus... maternité-paternité les plus volontaristes, j'en suis sûr. Mais donc elle va bien au-delà. Et surtout, elle donne... Cette politique s'applique aussi aux hommes, s'applique aussi aux couples de femmes et aux couples d'hommes.
D'accord ? Donc, elle s'applique à tout le monde pour favoriser le maintien dans l'emploi de toutes nos catégories. Donc, il y a ça. Après, si on reste sur le sujet des femmes, il y a un coaching, un mentoring qui est plus développé pour les femmes parce qu'il y a aussi un aspect où les femmes se considèrent moins leaders que les hommes et donc on les coach pour développer, je vais pas dire, non, c'est pas développer, mais pour leur faire prendre conscience de leur capacité aussi de leadership, etc. On a, voilà, donc ça fait partie des choses, on va dire, les plus marquantes. Et pour les autres populations de diversité, on a d'autres initiatives. Je veux t'en parler d'une parce que j'en suis tellement fier que, voilà, et c'est celle d'ailleurs pour laquelle je pense qu'on a eu notre prix en partie, c'est les RTT. Où en France on a des RTT obligatoires. Alors c'est pas obligé que les entreprises les aient, mais toutes, à ma connaissance toutes l'ont. Donc il y a un certain nombre de jours RTT obligatoires employeurs qui sont donc décidés par l'employeur. Et souvent ces jours de RTT sont accolés à des jours fériés pour créer des ponts. Ça arrive souvent ça. Et donc du coup, par exemple, un RTT assez commun, obligatoire, c'est celui qui suit le jeudi de l'Ascension, le vendredi qui suit le jeudi de l'Ascension, parce que comme ça fait un pont de 4 jours. Bon, très bien, ça a son intérêt. Mais il y a des gens chez nous, on s'est rendu compte, que quand arrive une fête religieuse de leur culture, ils ne posent pas le jour de congé parce qu'ils ne se sentent pas légitimes de le poser. Ou alors ils le posent... Parce qu'ils ne veulent pas forcément afficher leur conviction religieuse. Oui, ils ne veulent pas l'afficher. Ou alors ils ont peur qu'on leur dise « Non mais attends, ta conviction religieuse ou ta conviction culturelle, moi je préfère parler de culture, ta conviction culturelle n'a rien à voir avec le travail. Donc pourquoi... ils peuvent penser qu'on peut leur dire ce genre de choses. Mais leur refuser. Ils peuvent penser qu'on peut leur refuser quasiment. Ils peuvent penser qu'on peut le refuser et en fait ils se auto-censurent eux-mêmes. D'accord. Le RTT ou le jour de congé. Ou alors que dans leur propre mission, ils vont être mal vus parce qu'en fait, ils ont posé un jour de... Bon, donc on a réglé ça en faisant en sorte que les jours de RTT obligatoires, il y ait 5 packages. Et chaque consultant choisit son package librement. Et dans ces packages, ils sont faits de façon, j'espère, un peu intelligente. Et qui fait qu'il y a un package qui va recouper les jours signalés de certaines cultures. Si je veux le dire avec des mots plus simples, il y a un package qui est à destination plutôt des populations juives et qui permet à cette personne d'avoir des jours RTT obligatoires employeurs sur le jour de Yom Kippour ou Rosh Hashanah ou, bon, selon l'année, ça dépend. D'accord. Et donc du coup, pour le coup, cette personne a un RTT obligatoire imposé par l'employeur. Ah, c'est imposé, d'accord. Et la personne choisit le package, mais ensuite, l'employeur impose ses jours de RTT. Et donc ça fait pas forcément plus de jours de RTT par rapport à d'autres boîtes, c'est juste qu'au moins les jours sont garantis, entre guillemets. C'est les mêmes jours en nombre. D'accord. Mais donc chez Bain, toute la population Bain ne va pas avoir les mêmes jours de RTT obligatoires. Donc ils deviennent pseudo-obligatoires, on est d'accord, parce que vous avez le choix. Oui. Mais vous avez le choix sur 5 packages et pas genre à la carte ce jour, parce qu'à ce moment-là, ils sont plus du tout obligatoires. D'accord ? Donc là, il y a 5 packages, vous choisissez le vôtre et du coup, ça s'impose à vous. Et donc, en 2025, je ne sais plus combien de jours de RTT, parce que vous savez, le jour de RTT dépend du nombre de comment tombent les jours fériés, le week-end, tout ça. Donc, nous, on a, dans notre convention, on en a une 11, il me semble, 10 ou 11 ou 10 ou 12 par an des RTT sur la convention Syntec. Mais effectivement, ça varie d'année en année. Mais oui, parce qu'en fait, la convention Syntec, c'est 218 jours de travail. Par an. Et donc, si les jours fériés comme le 1er mai tombent un samedi, ça vous donnera un RTT, ça vous enlèvera un RTT. Mais s'il tombe, enfin voilà. Et donc, du coup, l'an prochain, de mémoire, il y a 6 jours ou 5 jours de RTT obligatoires chez nous. Ou 4, je ne sais plus. Et du coup, on a 5 packages et les jours ne sont pas les mêmes dans chacun des packages. D'accord. Et les consultants choisissent. Mais du coup, c'est une façon pour eux de leur permettre de prendre le jour off qui est leur jour important pour eux. Et donc, on essaie de baisser la pression que se met le propre consultant à vivre sa culture de façon plus saine, plus transparente, plus légitime d'une certaine façon, s'il y a un besoin. Non, c'est très intéressant. Et t'en as une autre qui te vient en tête
Il y a pour l'handicap, pour les personnes handicap, les sociétés de conseil en strat, on a un déficit structurel de personnes avec une RQTH, avec une reconnaissance d'handicap. Et donc, du coup, on paye une amende. Moi, ça m'embête pas pour l'amende, entre toi et moi. Bon, voilà. Mais il faut qu'on remplisse notre contrat avec la société. Donc, il faut qu'on arrive à embaucher plus de personnes avec un handicap. Et donc, du coup, on essaie de faire des choses pour rendre leur vie un peu plus simple chez nous. Et notamment, les personnes qui ont une RQTH chez nous ont droit à un certain nombre de congés, cette fois-ci, oui, supplémentaires, additionnels que tous les autres, qui sont là, pas pour faire joli, mais parce qu'on veut reconnaître que ces personnes ont des formalités médicales, administratives supplémentaires à faire tout au long de l'année. Et donc, on leur donne un certain nombre de jours de congés supplémentaires additionnels pour qu'ils puissent, du coup, vivre un peu mieux ces contraintes qu'ils ont et que d'autres n'ont pas. Et en plus, on a étendu cette politique aux aidants. Si vous êtes un aidant parce que chez vous, vous avez quelqu'un d'handicapé, vous bénéficierez aussi de ces jours de congés supplémentaires, même si vous n'êtes pas handicapé, mais vous êtes aidant. D'accord. Donc, ce sont 4 jours, je crois, de congés supplémentaires par an, mais sachant c'est surtout la flexibilité qu'on veut apporter à ces gens-là, leur permettre de vivre leur handicap de la meilleure façon possible. Au-delà de ça, bien sûr, il y a des aménagements de poste, il y a des outils particuliers, on va faire tout ce qu'on peut. Mais sur cet aspect réglementaire, on va dire, ou administratif, eh bien, on va apporter ça aux personnes avec une reconnaissance RQTH et aux aidants. D'accord. Ça me fait penser, il y a un certain nombre de nouveaux congés en discussion, notamment le congé menstruel qui est beaucoup discuté en ce moment. Il est très en vogue. Il n'y a pas encore de législation en France, mais il y a des entreprises qui sont avant-gardistes là-dessus. Oui. Ça me fait penser à ça, effectivement. Oui. On n'a pas fait, nous, ce cap, parce qu'en fait, j'ai presque envie de te dire que comme on est dans un métier où le consultant est très autonome, depuis très vite, et qu'on est dans un métier, entre guillemets, à horaire flexible. Nos consultants sont au forfait jour, pas au forfait heure. En fait, il apporte du coup une flexibilité assez grande, plus que beaucoup d'autres métiers. Je ne dis pas une flexibilité à toute épreuve, mais la flexibilité est assez grande. Et donc du coup, si un consultant se sent mal une journée et qui préfère rester chez lui ou chez elle et tout ça, mais il y aura mais aucun problème. Sauf cas extrêmement particulier. Il n'y aura aucun problème. Et donc, du coup, c'est un des avantages du métier. Cette flexibilité permet que si j'ai besoin d'aller voir un médecin entre 14 et 15, je vais le faire. Il suffit que j'en informe mon manager pour qu'il sache que je vais être absent. Et voilà. Donc, le congé menstruel n'est pas venu. Mais parce que je pense que toute consultante, pour le coup, qui se sentirait mal à cause de ça, ne se sentirait jamais obligée de venir. Et je pense même, mais bon voilà, je ne veux pas parler au nom de mes RH, mais je pense même qu'on ne viendrait pas leur dire tu poses un jour de congé si tu es resté un jour chez toi parce que tu te sentais pas bien. Oui. Parce qu'en plus, c'est rare qu'un consultant qui reste chez lui parce qu'il est malade, c'est rare aussi qu'il arrête à 100%. Il va faire 1 ou 2 heures peut-être, après il va s'arrêter. Mais parce que c'est des gens aussi qui ont un sens de la responsabilité tellement élevé. Mais je parle de ça très positivement. C'est que du coup, ils vont faire peut-être 1 heure le matin pour s'assurer que leur équipe ne va pas être bloquée à cause de son absence. Et donc du coup, sincèrement, je ne vois pas nos RH dire à quelqu'un, parce qu'il est resté chez lui et qu'il a bossé 2 heures au lieu de X, de dire tu poses un jour de congé. Donc il y a cette flexibilité, je pense, qui fait que le sujet n'est pas venu au-dessus de la table, mais il se pourrait. Alors que dans d'autres entreprises, vous êtes absent un jour, vous devez poser un jour de congé. Chez nous, on sait que nos jeunes, que tout le monde d'ailleurs, on sait que tout le monde travaille beaucoup. On sait être aussi flexible sur ces choses-là. Très bien. Oui. Non, mais merci beaucoup, Manel. On a brossé beaucoup de sujets. Et c'était très intéressant de parler de tout ça. Merci. Et écoute, en espérant pouvoir te voir éventuellement dans un podcast dans quelques mois au micro de nouveau. Avec plaisir, Arnaud. Merci à toi. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.